Allez, Romain Rivaton, on va maintenant parler d'un sujet qui, j'en suis sûr, vous interroge beaucoup, c'est l'ubérisation de la société. Et avec cette ubérisation, le statut précaire et l'absence de protection de celles et ceux qui travaillent pour cette nouvelle économie, alors qu'ils soient chauffeurs VTC ou livreurs de repas à vélo, par exemple. Les députés se penchent cette semaine sur la question et il y a urgence. En Europe, ces 15 derniers jours, 3 livreurs à vélo sont morts suite à des accidents. D'autres ont été blessés et parmi eux, un Français que Maxime Darquier est allé rencontrer sur le terrain. Salut Maxime. Salut Karim, bonsoir à tous. Bonsoir Romain Rivaton. Maxime, les livreurs à vélo, c'est un peu le symbole de cette nouvelle génération de travailleurs qu'on dit les travailleurs ubérisés. Oui, et cette ubérisation, elle a viré plusieurs fois au drame ces derniers jours, vous le disiez Karim. 3 morts sur les routes d'Europe, dont 1 en France. Des morts et de nombreux blessés, comme sur cette image que vous allez voir et qui date de la semaine dernière. Ça se passe samedi soir à Besançon, dans le Doubs. On y voit un livreur étendu au sol, juste après avoir été percuté par une voiture, et des pompiers qui lui portent secours. Alors ce livreur, il s'appelle Julien Humbert, il a 33 ans, il a accepté de me recevoir chez lui à sa sortie d'hôpital. Les pompiers m'ont emmené en fait et ils m'ont opéré d'urgence. En fait, j'ai le tibia et la cheville qui est cassée. Là, ils m'ont ouvert, là, j'ai une vingtaine d'agrafes là, j'ai une grande cicatrice là, pour me poser une plaque. J'ai un arrêt pendant 4 mois. Pendant 3 mois déjà, je ne peux pas poser le pied par terre. J'ai un arrêt pendant 4 mois. Après les 4 mois, je vais commencer à faire de la rééducation petit à petit. Donc le vélo, je pense pas pouvoir commencer un tout petit peu à faire du vélo avant 6 mois. Alors 6 mois sans vélo, 6 mois sans pédaler, pour Julien, ça veut dire 6 mois sans livrer et donc 6 mois sans empocher le moindre euro. Parce que Julien, c'est pas un salarié classique. Du point de vue de la plateforme qu'il emploie pourtant 6 jours sur 7, c'est pas un salarié du tout. Il est auto-entrepreneur. Cette précarité, ces arrêts maladie pas indemnisés, c'est devenu le combat de Jérôme Pimaud. C'est l'un des fondateurs du CLAP, le collectif des livreurs autonomes de Paris. C'est une sorte de syndicat des livreurs. En octobre dernier, je vous l'avais présenté au moment où les livreurs parisiens bloquaient le siège de Deliveroo, l'une des plus grosses plateformes de livraison de repas. Cette semaine, j'ai retrouvé Jérôme Pimaud. Il était auditionné au Sénat par des sénateurs socialistes et la Fondation Jean Jaurès. Et s'il a accepté l'invitation des sénateurs socialistes, c'est pour alerter les parlementaires sur les conditions de travail de plus en plus dramatiques des livreurs à vélo. On a eu 2 morts coup sur coup en quelques mois en France et plus d'une dizaine en 1 an dans le métier. Évidemment, je parle de la livraison, donc évidemment personne ne peut minimiser maintenant l'impact des plateformes. Et quand vous parlez des feux rouges, concrètement, un livreur est payé à cramer des feux rouges. Toute notre vie dépend de notre chiffre d'affaires et non plus de notre salaire avec toutes les prestations sociales qui vont avec. Notre vie dépend de notre chiffre d'affaires, c'est ce que dit Jérôme Pimaud. Alors il y a du nouveau et quelques avancées cette semaine pour les livreurs à vélo. L'Assemblée nationale vient d'adopter une série de nouvelles mesures. Désormais, les livreurs pourront connaître le prix minimum d'une course et ils pourront la refuser sans être sanctionnés par les plateformes. Jusqu'à maintenant, c'était le cas. Deuxième mesure phare, les plateformes pourront signer des chartes avec les travailleurs ubérisés. Mais ces chartes, elles seront écrites directement par les plateformes et surtout, elles seront non contraignantes. Autant vous dire que pour les livreurs à vélo, le combat continue. Jérôme Pimaud, le cofondateur du CLAP, le premier collectif de livreurs à vélo à avoir été créé, et ce soir l'invité de ces politiques. Bonsoir Jérôme Pimaud, soyez le bienvenu, je vous en prie, installez-vous à côté de Romain Rivaton. Vous êtes donc coursier à vélo, je complète la présentation qu'a fait de vous Maxime. Vous avez d'abord travaillé pour Deliveroo, le géant britannique de la livraison, puis vous travaillez désormais pour Bicycléo, si je ne me trompe pas. Oui. Bicycléo, toujours salarié pour Bicycléo, donc entreprise de coursier écologique. Et vous êtes donc le cofondateur du CLAP, le collectif des livreurs autonomes de Paris. Comment vous réagissez à ce reportage de Maxime Darquier que vous avez regardé là en coulisses à l'instant ? Oui, c'est d'autant plus touchant qu'en fin de compte, les jeunes, en fin de compte, je les côtoie un petit peu tous les jours, parce que même si j'ai arrêté le boulot, maintenant je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à répondre, à réagir, à lire un petit peu tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils subissent. Donc oui, Julien, j'ai vu son reportage, j'ai vu son papier dans la presse. Évidemment, c'est arrivé en plus la même semaine où il y a eu Karim qui est mort à Champs-sur-Marne, qui s'est fait écraser par une voiture. Et puis quelques jours plus tôt, un autre livreur en Espagne s'était fait lui aussi écraser par un camion poubelle. Donc oui, on commence à toucher du doigt des choses très dramatiques. Ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'on parle des conditions de travail des livreurs à vélo et de la précarité, notamment avec Maxime sur ce plateau. On a le sentiment, là, Jérôme Pimaud, que ça monte d'un cran. En ce moment, 3 livreurs tués, Maxime le disait, en quelques jours en Europe. Vous avez posté en début de semaine sur Twitter un message qui nous a beaucoup marqué. Jérôme Pimaud, je vais le lire. « J'ai commencé par compter les livraisons.
puis les euros, puis les kilomètres, puis les illégalités, puis les procès, puis les articles de presse, puis les camarades, puis les manifs, puis les grèves. Maintenant, je compte les morts. Ouais. On en est là aujourd'hui, Jérôme Pimaud? On compte les morts et il y en a trois cette semaine et puis il y en a eu un par mois dans le monde cette dernière année. Donc oui, je veux dire, à partir de quand on va vraiment s'arrêter on va prendre des décisions pour arrêter l'hécatombe. Quand j'ai vu les débats au Parlement, je vois beaucoup de cynisme en fait, parce que je sais très bien que ces gens-là savent de quoi ils parlent, que ce soit Elisabeth Borne, que ce soit Bérangère Couillard. Voilà, ou Aurélien Taché. Aurélien Taché, c'est d'autant plus de quoi il parle, puisqu'on lui a parlé quand il parlait justement de proposer une représentation syndicale pour ces livreurs, de la négociation. C'est nous qui lui avions soumis cette idée-là. Alors il a proposé l'amendement, il a été retoqué, et maintenant le gouvernement va s'arranger pour essayer de faire une loi qui, d'ici 12 mois, définira les méthodes de représentation. Sauf qu'on a bien peur que ces choses soient encore à l'avantage des plateformes. Robin Rivaton, je voulais votre regard tout de suite sur ce que nous a montré Maxime et puis ce que nous dit Jérôme Pimaud. On en est passé aujourd'hui à un débat qu'on avait sur le statut de ces salariés à des morts sur les routes de France et d'Europe. Oui, ce débat sur le statut de travailleur indépendant et de salarié aujourd'hui anime les cours de justice pour évidemment les VTC et les chauffeurs. Il commence à devenir de plus en plus prégnant sur les livreurs également. Et donc aujourd'hui, je pense que la loi, il y avait des propositions dans la loi El Khomri il y a 3 ans. Il faut que les différentes lois prennent en compte ces problèmes-là pour permettre une représentation. Je pense que le point principal, c'est de permettre d'engager un bras de fer ou la négociation qu'on arrive à avoir dans l'entreprise. On l'a vu tout à l'heure sur une usine industrielle du XXe siècle. Il faut que dans le XXIe siècle, on puisse avoir ce bras de fer qui s'engage entre les personnes qui travaillent, encore une fois, leur statut de salarié ou de travailleur indépendant, avec les gens qui les emploient ou qui les font travailler. Jérôme Pimaud, vous avez le sentiment que la représentation de ces salariés ubérisés progresse ou pas ? Oui, elle progresse, elle existe. Je veux dire, il y a 3 ans qu'on essaie qu'on fédère. Le CLAP a déjà plus de 2 ans. Il y a un syndicat à Bordeaux, il y en a un qui vient de naître à Lyon. On voit bien que les gens se structurent parce que justement, pour essayer de créer ce rapport de force. Mais pour l'instant, ce rapport de force, il nous a un petit peu nié parce que les plateformes ne nous reconnaissent pas en tant que représentants. Elles voudraient que ce soit des livreurs. Elles font régulièrement ce qu'on appelle des tables rondes. Elles voudraient que ce soit des livreurs qui soient encore effectifs dans leur rang pour pouvoir évidemment avoir cette subordination sur eux. Grosso modo, vous voulez des choses, mais en réclamez pas trop. À partir du moment où on est sorti de la plateforme, là, on devient vraiment libre. Quand Deliveroo m'a viré en 2016, oui, là, je suis devenu un vrai militant parce que j'avais plus peur de perdre mon job, je l'avais perdu. Et on voit bien qu'en fin de compte, on veut essayer justement de lutter contre cette subordination qui nous empêche d'être syndiqués. C'est ça le vrai projet, notre projet à nous, parce que le projet du gouvernement, c'est de dire qu'on est des indépendants pour qu'on n'ait pas accès à tout ce à quoi ont droit les salariés. C'est vrai que les livreurs veulent pas être salariés, ils veulent être indépendants. Ils veulent surtout être non subordonnés. Parce qu'il est là le truc. Pour l'instant, on est soi-disant indépendant, entre guillemets, mais on est surtout très, très subordonné. C'est contre ça qu'on se bat. Et quand vous dites on est subordonné, ça se traduit comment ? C'est-à-dire qu'on ne décide pas du prix, on ne décide pas du client, on ne décide pas du commerce, on ne décide pas de l'outil. L'outil, ce n'est pas le vélo, hein, c'est l'application, c'est elle qui nous fait bosser, c'est l'algorithme qui est dedans. On décide de rien. Et puis évidemment, il y a des sanctions, il y a des contrôles. Enfin, je veux dire, quand Elisabeth Borne dit que les jeunes, ils veulent en effet pouvoir être indépendants pour pouvoir aller bosser quand ils veulent, sans remplir des tableaux de service, chez Deliveroo, il y a un tableau de service. Non seulement il y a un tableau de service, mais en plus, il faut, pour y avoir accès, remplir un certain nombre de conditions qui sont très très complexes. Et c'est devenu le trauma des livreurs. Tous les jours, toutes les semaines, les gens disent « Ouais, mais t'as vu mes stats me permettent pas d'arriver à me connecter, à m'inscrire ce truc. » Donc le tableau de service, non seulement il existe encore, mais c'est en plus rigidifié. Vous dites les plateformes en général, parce qu'il n'y a pas que Deliveroo. En gros, il y a l'inconvénient du salariat et l'inconvénient des indépendants, en fait. Oui, et quand il y a des plateformes où il n'y a pas de tableau de service, c'est le cas chez Uber. Chez Uber, on peut travailler grosso modo quand on veut, entre guillemets, parce que ce qui se passe, c'est que Uber engage 10 fois trop de gens, donc il y a une inflation qui fait que quand on s'inscrit sur Uber, on va bosser n'importe quand, mais il n'y a pas de boulot. Parce qu'il y a 10 fois trop de monde. Donc ça crée une inflation qui, évidemment, permet à Uber de spéculer sur les tarifs, évidemment à la baisse. Camille ? Oui, Jérôme Pimaud, vous parliez de cynisme des politiques tout à l'heure. Le gouvernement, vous le sentez plutôt de votre côté ou plutôt du côté des plateformes ? Le gouvernement, non seulement il est pas de notre côté, mais il est du côté des plateformes depuis le début. Enfin,
Emmanuel Macron dirige exactement comme Uber fonctionne. Ça ne m'a pas surpris. Déjà bien avant les élections présidentielles, je disais que Macron, on savait ce qu'il allait faire, parce qu'on travaillait dans une plateforme, on était déjà en Macronie. Ça n'a pas loupé. Les manifestations qu'on avait avec les Gilets jaunes sont ni plus ni moins qu'une espèce de rebond des premières manifestations qu'il y a en 2017 avec les livreurs. Tout de suite, en fin de compte, on est passé d'une case où on était soi-disant des indépendants, maintenant on est devenu du syndicalisme. Et puis pas des syndicalismes rond-plomb-plomb, des syndicalistes d'action dans la rue avec des fumigènes, avec des drapeaux, avec des slogans. Donc on en est là. Les Gilets jaunes, c'est exactement la même chose. Sauf que nous, en tant que livreurs, on n'est pas allé casser les restaurants parce que souvent, beaucoup ont eu envie de rentrer dans les restaurants, prendre les tablettes et les péter. On a empêché de faire ça. C'est ce que vous disiez dans le reportage de Maxime. En gros, moi, j'essaie de les calmer, mais jusqu'à quand? J'aimerais bien qu'on parle aussi de la sociologie de ce monde des livreurs à vélo qui a évolué. Vous êtes cité dans Libération cette semaine et vous parlez de cet univers particulier des coursiers à vélo. Vous évoquez, je vous cite, un univers de mecs, un univers dans lequel on parle surtout chiffre d'affaires, mais dans lequel on ne parle pas des accidents. Pourquoi? Par fierté Parce que c'est un tabou. Parler des accidents, c'est presque à moitié les provoquer. Les tenter pour qu'ils arrivent, oui, bien sûr. C'est l'expression toucher du bois, quoi. Donc évidemment, quand je parle d'accident, on me considère comme un alarmiste, sauf que les accidents, ils sont là, quoi. Et ça peut toucher n'importe qui, n'importe quand. On est payé, comme je disais, on est payé à cramer des feux, quoi. Si on s'arrête à chaque feu, vous roulez 1 heure dans Paris, vous croisez une centaine de feux rouges. Si vous arrêtez à chaque feu, c'est bon, votre chiffre d'affaires, il est mort. Donc évidemment, les plateformes ont organisé un système qui fait qu'on est payé à cramer des feux. Pas plus, pas moins. Pour une livraison, il y a une cinquantaine de feux de brûlés. Là, vous parlez de Paris, mais c'est vrai que l'homme qu'a rencontré Maxime était à Besançon. Donc ça touche aussi des villes moyennes. Jusqu'ici, on parlait de Paris, Bordeaux, Lyon. Là, on est à Besançon. Oui, les plateformes se sont construites sur les centres-villes. Les centres-villes, on le voit à Paris, c'est quand même assez privilégié pour les vélos, sauf qu'elles ont besoin de toujours plus de clients, de plus en plus loin, donc on est allé dans les banlieues, dans les zones industrielles, et c'est pas étrange si les 2 morts qu'on a eu en France ces 5 derniers mois sont morts et dans une zone industrielle, un endroit qui est construit pour les camions plus que pour les vélos, et en banlieue, en grande banlieue parisienne, parce que les gars, ils roulent en effet 10-12 heures par jour, ils rentrent chez eux, ils sont fatigués, et ils voient pas la voiture qui arrive. Pourtant, ils ont passé leur journée à éviter des accidents, mais en fin de journée, on n'a plus du tout la même réceptivité et là on tombe. Il y a une vidéo qui tourne beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est une vidéo où on voit un livreur à vélo complètement perdu sur le périphérique parisien, perdu sur le périph, et il est filmé par un automobiliste qui est lui-même totalement halluciné. Regardez. Je vais aller Clignancourt mais je suis perdu. Parce que c'est la route là qui part. Monsieur, c'est très dangereux ce que vous faites, faut pas faire ça. Voilà, sortez à la prochaine. Sortez à la prochaine. Voilà, sortez à la prochaine, faites à droite et après vous reprenez à gauche. Mais il ne faut pas prendre ici le périphérique, ils vont vous arrêter. Je suis perdu, voilà. Ok. C'est pourquoi? Ici? Voilà, essayez de passer, voilà. Passez la rambarde de sécurité. Cette vidéo, elle dit quoi, Jérôme Pimo? Alors, on a flouté son visage parce qu'on n'a pas l'autorisation pour diffuser son visage sans floutage, mais quand on voit la vidéo, on voit qu'il a très peur. Ce livreur, il est complètement paumé. Oui, puis on entend qu'il a un très fort accent, donc ça veut dire qu'il n'est pas depuis très très longtemps en France. Et je pense qu'en fin de compte, c'est quelqu'un, il y a toutes les chances de penser qu'il bosse avec un compte qu'il a loué à quelqu'un. En fin de compte, quelqu'un lui loue un compte et il le paye pour ça. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il bosse pour Uber Eats ou pour Deliveroo. Ce qu'il fait, c'est que lui, il suit le GPS bêtement. Quelqu'un qui habite en région parisienne, il sait que le périph' est interdit. Lui, il arrive visiblement d'un pays où ça se trouve, il n'y a même pas d'autoroute. Il se retrouve sur un truc où les voitures vont vite. Pour lui, c'est juste ça. Donc, il le prend parce que son GPS Uber, qui est construit pour des voitures avec chauffeur, ils ont juste transféré le GPS voiture aux livreurs à vélo. Sauf que les mecs à vélo, évidemment, ils prennent pas le périph' et l'autoroute. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens qui prennent les rocades à Lyon, parce que ces gens-là suivent bêtement. Donc l'outil de travail qui est construit par Uber Eats, subordination encore une fois, n'est pas du tout évolué, n'est pas du tout fabriqué pour des livreurs à vélo. Donc à partir de là, ces gens-là sont dans une démarche limite, pas criminelle, mais au moins mortifère. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et est-ce que ça raconte aussi le changement de sociologie des livreurs à vélo? Est-ce que, entre le moment où vous avez commencé, vous, à travailler, et aujourd'hui, ça a beaucoup changé? Oui, en 2015-2016, oui, il y avait beaucoup de gens, des jeunes sportifs intramuros, on va dire. Et puis ensuite, en 2017, Uber a fait comme elle a fait avec les VTC. Elle est allée embaucher, recruter dans les banlieues. Et puis
Et puis les gens dans les banlieues se sont fait encore pas assez nombreux. Et donc évidemment, on a été recrutés chez les migrants, chez les réfugiés qui maintenant arrivent un petit peu dans toutes les villes. Et on a vu qu'en fin de compte, Uber, quelqu'un de Dijon m'a expliqué comment ça se passait chez Uber quand tu arrives avec tes migrants, que tu ne parles pas bien français. On te fait un compte provisoire avec un numéro de SIRET qu'on ne remplit pas. Tu bosses pendant 2-3 mois. Au bout de 3 mois, tu te fais virer parce que tu n'as évidemment pas ton dossier, tu n'es pas auto-entrepreneur. Mais c'est pas grave parce que tu es viré, tu connais le métier, tu vas ensuite aller louer un compte et tu te retrouves sur le périph'. Thomas. Robert Rivaton, quand vous entendez ça, est-ce que vous, le libéral, vous vous dites, est-ce qu'on n'est pas au bout d'une logique finalement libérale, poussée à son terme ? Non, je ne pense pas, sans me prononcer sur, encore une fois, le statut d'indépendant ou de salarié. Et je pense, comme vous l'avez dit, qu'une partie des gens veulent ce statut d'indépendant parce qu'ils y trouvent aussi de la valeur et un intérêt. Je pense que tout l'enjeu, et c'est dans cette nouvelle économie, c'est d'être capable de construire, comme on l'a fait dans l'économie fordiste il y a un siècle, de construire des rapports de force, de pouvoir donner aux gens qui travaillent, à ceux qui produisent, la capacité de pouvoir négocier sur les points que vous avez soulignés, c'est-à-dire la maîtrise de la comptabilité, la maîtrise des sanctions, de pouvoir en réalité d'avoir les vrais pouvoirs tels qu'ils sont définis comme un indépendant, et donc de donner ce rapport de force. Et c'est là où on attend la loi, c'est de pouvoir permettre la création d'un ring, d'un espace de discussion entre des gens comme vous qui représentez ces livreurs et puis les plateformes telles qu'elles sont. Avant de vous entendre sur ce point, Jérôme Pimaud, Luc, comment ça se passe à l'étranger ? Oui, votre combat, vous le menez en France, on vient de le voir, mais pas seulement. Vous vous battez également au niveau européen. C'était au mois d'octobre l'année dernière. Vous êtes fédéré avec 12 autres pays, fondé une fédération internationale des livreurs. Et puis, première avancée, donc début avril, le Parlement européen a fixé ce qu'on appelle des droits minimaux pour les travailleurs des plateformes, avec par exemple une obligation de transparence sur ce fameux calcul des rémunérations qui est dans ce logiciel, dans cet algorithme. C'est un premier espoir pour que les choses bougent enfin ? On espère maintenant ce qui se passe au niveau européen. On est tout un tas de collectifs nationaux. La première grosse chose qu'on ait fait, c'est sorti aujourd'hui, c'est une vidéo en hommage à tous les morts dont je parlais tout à l'heure. Après, on n'a pas forcément les moyens de faire du lobbying au niveau de l'Europe. Donc nous, on n'a que la sensibilisation sur ce qui se passe, que la réalité du terrain. L'Europe, c'est très très compliqué. Déjà qu'au niveau national, c'est difficile. L'Europe, oui, non, c'est... On fera en fonction de ce qui se passe, quoi. Je ne peux pas vous dire autre chose. Maxime parlait de deux avancées tout à l'heure. On peut peut-être les redire, oui, alors Maxime. La charte, notamment, qui était attendue par le gouvernement, cette charte sociale, qui est optionnelle et qui pourrait, les plateformes pourraient décider de signer une charte avec les travailleurs. Elle est optionnelle, donc je l'ai dit. Elle est surtout non contraignante. Ça, Jérôme, est-ce que c'est une avancée qui est significative pour vous ? Est-ce que c'est surtout ce qui nous permet de voir qu'en fin de compte, le gouvernement il suit les directives d'Uber. Parce qu'en fin de compte, quand Bérangère Couillard, la rapporteure, nous dit qu'en fin de compte, on va pouvoir dorénavant connaître le prix d'une course, on va pouvoir la refuser. On peut déjà le faire depuis 6 mois chez Deliveroo. Chez Uber, ça commence. Mais donc tout ça, on peut le faire. Donc grosso modo, on a mal à la tête, on a une jambe fracturée et elle nous donne un sparadrap, puisque c'est quelque chose de toute façon qu'on a déjà et qui ne nous sert à rien. Parce que la plateforme, quand elle licencie un livreur, quand elle vire un livreur, quand elle déconnecte, elle lui dit pas, c'est parce que tu as refusé des commandes. Elle lui dit, elle n'a même pas besoin de raison, c'est un rapport commercial. Grosso modo, on ne peut plus travailler avec vous, au revoir. Le gars, voilà. Et elle n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'excuses pour virer un livreur. Donc, de dire qu'elle ne pourra plus virer parce qu'il a refusé des commandes, ça n'a pas de sens. Comment elle fonctionne, votre plateforme, à vous, aujourd'hui, Jérôme Pimaud ? C'est quoi la différence fondamentale entre là où vous êtes aujourd'hui et les plateformes type Uber Eats, Deliveroo ou d'autres ? Mais Bicyclo est tout simplement pas une plateforme, en fait. C'est une PME qui est gérée par deux gars qui sont eux-mêmes coursiers, qui font le même travail que moi, avec qui j'ai des contacts au quotidien. Je suis salarié. Donc si demain je me pète la figure, je vais pouvoir rester chez moi, me remonter. Je ne vais pas être sous la pression de faire toutes les démarches moi-même. C'est mon patron qui va le faire. Et puis je vais être payé pendant que je vais retrouver mon boulot ensuite. Aziz, qui avait eu un grave accident en 2017, lui, il s'est retrouvé sur son lit d'hôpital avec une quinzaine de documents à récupérer de droite et de gauche, parce qu'en plus c'était compliqué. Et au final, il n'a rien touché. Et en clair, vous demandez à ce que la loi aille dans ce sens-là ?
Le but, c'est de faire en sorte que notre travail soit simplifié, parce que déjà que c'est compliqué de cramer les feux rouges et de payer pour, si en plus on a toute la paperasse administrative à scoltiner, c'est juste pas faisable. Un dernier mot, Jérôme Pimeau, qu'est-ce que vous dites aux consommateurs, à ceux qui, nous peut-être ici dans le public, à ceux qui nous regardent, qui commandent sur les plateformes et qui ne se pensent peut-être pas à ce qui se passe derrière? Est-ce que vous demandez aux gens d'arrêter de commander sur ces plateformes? Non, parce qu'évidemment, ça reste quand même un boulot qui fait vivre des gens, même si c'est dans des conditions comme ça. Donc, qui continuent à commander, mais qui essayent d'ouvrir les yeux sur d'autres modalités. On a créé il y a 2 ans une plateforme qui s'appelle Copsix. C'est une coopérative qui construit une application pour des coopératives de livraison. On l'a développée maintenant, on travaille avec une 15aine de coopératives en Europe, parce que c'est un outil international. Donc voilà, il y a des petits embryons de coopératives, d'applications coopératives qui existent. Donc il y a à Bordeaux, porté notamment par Arthur Hay. Il y a aussi en Belgique, en Allemagne, il y en a un peu partout. Elle vient de s'ouvrir à Montpellier, à Nantes aussi. Il y a des applications alternatives. Évidemment, on n'a pas les millions d'Uber, les milliards d'Uber pour développer ça à grande échelle, pour faire de la com dans le métro. Donc, que ces gens-là, que les consommateurs essayent d'aller voir autre chose. On tape Copcycle sur Internet, on tape solution alternative, on tape livraison alternative ou même chauffeur VTC alternatif. Il y a tout ce qu'il faut maintenant pour trouver. Alors évidemment, ça reste compliqué, on n'arrive pas à en vivre. C'est un acte de plus à faire avant de commander. L'ubérisation, c'est juste un starter en fait. Je prends souvent l'exemple de la navette spatiale, elle a besoin d'un gros booster très très polluant, l'ubérisation pour déblotter. Après, elle plane et elle s'extrait de l'attraction. Quelque part, le numérique permet à des entreprises coopératives de reprendre le biais, en fait. Et là, pour le coup, c'est du vrai entrepreneuriat et on n'est pas subordonné. Le mot de la fin, Robin Rivaton, l'ubérisation, là, un peu comme dans le logement et ce dont vous parlez dans votre livre, c'est l'un des secteurs où l'État doit jouer son rôle. Les relations du travail, c'est là où l'État doit jouer son rôle. Encore une fois, il y a un siècle, l'État a joué son rôle pour permettre des relations du travail plus équilibrées entre les salariés et les employeurs dans les usines, en permettant un modèle de redistribution de la valeur. Il est indispensable qu'aujourd'hui, on réussisse à trouver un autre modèle. Encore une fois, moi, je ne suis pas partisan d'un modèle qui empêcherait le travail indépendant. Je pense que le travail indépendant répond à des réelles envies et à des besoins. Il peut permettre des développements de nouveaux emplois et de nouveaux secteurs comme la livraison à domicile. Mais en tout cas, il faut permettre cet équilibre, ce pouvoir de négociation et donc la syndicalisation des employés. Merci à tous les deux d'être venus dans cette émission. Merci Jérôme Pimeau. On continuera, je vous l'assure, avec Maxime à suivre de près ce dossier. Robin Rivaton, merci de nous avoir accompagnés depuis le début de cette émission. Je rappelle le titre de votre livre, La ville pour tous. C'est aux éditions de l'Observatoire, sous-titré « Repenser la propriété ».